La quatrième question qui est à lien avec un peu ce dont tu parles, Hervé, sur une régionalisation de certaines aides, notamment comment on travaille une dotation nouvelle installée. Les membres d'Impact, ils sont membres du coup de la plateforme pour une autre PAC qui défend une révision complète de l'actuelle politique agricole commune en faveur d'une approche plus systémique de la PAC et une PAC qui serait mise au service de tous et toutes. Des enquêtes portées par cette plateforme témoignent que le système actuel de la PAC permet d'allouer des subventions de la PAC au mépris d'enjeux socio-économiques, environnementaux et alimentaires. Alors, en tant qu'autorité de gestion de certaines aides PAC, qu'envisagez-vous pour mettre en œuvre pour que la PAC serve véritablement à une transition agricole et alimentaire et soutienne les agriculteurs qui en ont le plus besoin? Donc là, c'est sur la PAC, mais aussi ce que vous pourriez mettre en œuvre pour pallier éventuellement à ce que la PAC parce que nous n'avons pas réussi à faire changer de la PAC sur cette nouvelle réforme. Et donc, c'est Madame de Crémy qui commence. Donc sur la PAC, ça fait longtemps qu'elle accélère dans la mauvaise direction et donc c'est sans surprise que la nouvelle mouture continue à le faire. Une agriculture paysanne, biologique, de proximité, pour une démocratie alimentaire, c'est-à-dire des produits de haute qualité nutritionnelle accessibles à tous, n'est pas dans les objectifs. C'est pas vrai. C'est pas une question de marché, c'est pas une question de clientèle. C'est que derrière, c'est fait pour rendre de plus en plus gros des déjà très grands. Donc la question fondamentale, c'est le lien, ou plutôt la posture que la région va pouvoir prendre dans ce contexte qui ne dépend pas d'elle. La PAC et les données. Le gouvernement, en plus, a choisi, comme je l'ai dit au départ, de diminuer la responsabilité en termes de gestionnaire de la région. Donc la région, en fait, clairement, eh bien, elle doit se débrouiller toute seule et elle doit même aller négocier de manière réglementaire pour avoir le plus possible et passer entre les gouttes. Pour trouver là où elle n'a pas pu, là où justement elle peut compenser par rapport toujours pareil à l'orientation extrêmement productiviste des PAC qui se succèdent. Et là, on a un outil qui serait de pouvoir compter sur de la démocratie participative dans cette région, d'avoir une assemblée régionale citoyenne. Aucun citoyen, quand on lui pose la question, dit oui, moi ce que je souhaite, c'est du steak haché à 15% de matière grasse, nourri avec des OGM et congelé. Non, ça n'existe pas. On ne lui a juste pas demandé son avis. Et donc, quand la région va aller négocier, notamment avec le gouvernement, pour dire voilà, nous voulons utiliser dans les aides non surfaciques le plus possible de primes pour l'environnement, on n'est pas tout seul, ce n'est pas que l'institution, il y a derrière des milliers de personnes qui sont en train aussi de le demander. Et l'organiser, bien sûr. Merci, Témaniata. Gérard. Ouais, du coup, sur la PAC, alors en effet, il y avait quand même pas mal d'ambition au départ. C'était sur l'aide à la petite ferme, le paiement redistributif, on pensait qu'il allait quand même... On avait réussi à l'avoir à 20%, on s'est bien fait avoir, maintenant il est stagné à 10%, alors que c'était un soutien. Je pense que la région, en effet, elle peut apporter son soutien justement sur ce volet-là. J'ai fait exprès de parler pendant tout le débat avec le mot filière, parce que je trouve que souvent le mot filière, il fait peur aux paysans, parce qu'on est vraiment concentré sur... on a la visibilité filière longue. Pour moi, la filière, c'est la production agricole. Et du coup, elle peut être longue ou courte, en circuit court. C'est juste comment on arrive à la structurer, comment on arrive à la mettre en action sur notre territoire, comment on arrive à faire prendre de la valeur à notre production et comment on arrive du coup à avoir une alimentation qui soit accessible mais qui soit surtout saine et qui fasse vivre nos paysans. Donc c'est pour ça que je reste persuadée que les CAP filières sont quand même un outil qu'il faut retravailler mais qu'il faut aussi ouvrir et qui peuvent du coup permettre de pallier à ces aides que la PAC sur lesquelles la PAC n'a pas pu nous répondre. Ensuite, je pense qu'il faut quand même que les régions poursuivent le combat,
ce bras de fer avec l'État. En effet, on a perdu beaucoup en perdant les aides sur FACIC, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas lâcher et il faut que les régions persistent dans cette position. Plus il y aura de proximité sur la PAC, et mieux ce sera. Et même si les MAE ont été complexifiés, je pense que... je fais partie de ceux qui exigent que les contrôles, en fait, sont parfois nécessaires, parce qu'on sait que bien souvent, les contrôles et les lourdeurs administratives, elles aident quand même, du coup, à contrôler les abus, et ça permet de limiter, en fait, que cette PAC parte aux gens qui ne le méritent pas. Juste pour moi, la PAC, c'est une PAC alimentaire et agricole commune. Merci. Franck Moreau pour rebondir. Oui. Sur les aspects de la PAC, je pense qu'il faut être lucide aussi dans notre région par rapport à l'évolution qu'elle a pu donner justement dans le redéploiement et la baisse du premier pilier qui va sur ce deuxième pilier qui sont gérés par la région. La baisse du premier pilier depuis un certain nombre d'années, et notamment sur la dernière évolution de la PAC, a fait fortement diminuer les montants d'aide sur FACIC dans la région. Et malheureusement, un certain nombre d'agriculteurs dans des filières qui aujourd'hui ne sont pas forcément fortes rémunératrices pour différentes raisons, les agriculteurs instinctivement travaillent sur le coefficient multiplicateur. Et le coefficient multiplicateur, malheureusement, c'est des hectares. Et c'est un cercle vicieux. Il faut arriver à sortir de ce cercle vicieux. Et pour en sortir, je pense qu'il y a justement... La région doit se positionner très clairement dans le soutien qu'on peut apporter dans la mutation de ces exploitations-là, qui aujourd'hui évoluent. Et je pense que la bio a bien cet intérêt fort dans beaucoup de filières, c'est de démontrer un certain nombre d'éléments intéressants justement dans les pratiques. Et quand on regarde aujourd'hui dans des exploitations conventionnelles, ils arrivent aussi à des modalités qui ressemblent de plus en plus à la bio. Alors bien sûr qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'au point de la bio pour des raisons d'organisation de filières et de demande aussi et de consommation. On a quand même dans la région aussi une vocation exportatrice qui est quand même importante. Et je pense que ça, faut aussi en tenir compte, et c'est pas, je dirais, une injure de dire qu'on peut exporter des denrées. Bien sûr qu'il faut consommer local de plus en plus, mais ça, c'est pas un mauvais mot, parce que c'est de l'économie aussi derrière. Et on ne vit pas, et les agriculteurs ne peuvent pas mettre en place des mutations s'il n'y a pas un revenu derrière. Et ça, la région, c'est bien son rôle de pouvoir l'aider, et d'aider justement toutes ces strates d'agriculteurs et de systèmes. Michel Chassier. Oui, parce que ce qui est dit revient à ce que j'ai peut-être répondu un peu en anticipation sur une autre question. Effectivement, il faudrait pouvoir rapprocher le niveau de décision, et malheureusement, ce n'est pas le cas. On voit que la région est obligée de payer quelque sorte des représentants, des ambassadeurs à Bruxelles pour négocier, etc., sur l'obtention des aides. Et quand on dit que la région gère aujourd'hui les différentes aides européennes, le terme même ne semble pas adapté. La région, en fait, participe au montage des dossiers, lance les appels à projets, mais n'en définit pas le contenu. Les appels à projets, c'est extrêmement normé, très très précis. On n'en définit pas une seule ligne. Le plan de développement rural qui avait été adopté, je crois que c'était la fin de mandature précédente, je ne sais plus la date exacte, les allers-retours entre la région et Bruxelles ont été des corrections. Le document de la région était corrigé à l'encre rouge sur ce qui n'allait pas quand même. On nous prend pour les élèves. Là, il faut adopter ce qu'on veut nous imposer. C'est des échanges assez extraordinaires. Et la région donc ne participe à l'instruction, parce que l'instruction finale c'est quand même plus haut, et ce n'est même pas elle qui paye ces aides. En fait, c'est des fonds qui transitent dans le budget de la région
qu'on rattache au budget, mais on présente aussi le budget hors fonds européens, parce qu'on ne sait pas très bien si c'est dedans ou pas dedans. En réalité, c'est l'agence de services et de paiement qui règle les aides. Pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu un certain nombre de retards à une époque où les agriculteurs se plaignaient d'avoir 1 an et demi, 2 ans de retard dans le paiement des aides. Ce n'est même pas la région qui les liquide. Alors bon, ce qui fait que sur ce volet, il ne faut pas imaginer que la région va vraiment changer les choses. Et Benoît Faucheux, sur cette question donc, de la PAC et de vos actions en tant que futur... À venir. Sur la PAC, moi, je partage l'idée que le combat n'est pas fini, que la PAC actuelle, elle est très inégalitaire et néfaste pour l'environnement, qu'elle ne va pas dans le bon sens et qu'il faut tout faire pour... essayer de la faire évoluer le mieux possible. Alors, une région et un président de région a un certain poids dans le système, un petit poids, mais un poids existant. Et moi, je pense que notre façon de fonctionner, nous, en alliance avec les citoyens et les paysans, ce sera d'essayer, finalement, d'élargir la plateforme pour une autre PAC en embarquant dans cette plateforme ou dans une autre structure les collectivités locales et en particulier les régions qui souhaiteront le faire. Moi, je souhaite qu'il y ait un maximum de régions qui portent la question de l'écologie et de la justice sociale après fin juin et que ça fasse une sorte d'effet levier vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis de Bruxelles pour pousser les limites au maximum. Après, quand on connaît le rapport de force et ce qui est déjà engagé et ce qui est déjà décidé, on sait bien que on ne part pas d'une feuille blanche et que le rapport n'est pas en notre faveur. Et qu'à l'intérieur de ce qu'on connaît, qu'il faudra mettre en place, nous, il y a 3-4 principes qui nous semblent très importants. Le premier, c'est que déjà, on sauvegarde les budgets leaders. Alors, on n'a pas parlé de leader, mais leader, c'est tout ce qui permet de financer le développement rural. Parce que dans le deuxième pilier, dans le FEADER, il n'y a pas que des aides à l'agriculture, il y a aussi des aides au développement rural. Et nous, il nous semble très important que si on veut avoir des paysans nombreux, il faut aussi qu'ils puissent vivre dans des territoires qui sont vivants. Et pour que ces territoires soient vivants, il faut des politiques qui soutiennent la vitalité. Donc sauvegarder des budgets leaders et dans les leaders avoir une partie qui permette de soutenir les projets alimentaires territoriaux. Après, faire clairement le choix du bio et pas le choix du nouveau label, du faux label écolo HVE. Ça, il y aura des marges de manœuvre possibles et on essaiera de les saisir. Orienter les investissements qu'on subventionne uniquement vers des investissements qualitatifs. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, on peut encore avoir des subventions FEADER pour des élevages industriels sans aucun signe de qualité. Ça fait 6 ans que le groupe écologiste propose que ce soit terminé, qu'on réserve les investissements aux élevages avec des signes de qualité, mais ça n'est pas encore fait. Je crois que j'ai épuisé mon temps de parole. Donc ouais, c'est ça. Mais ouais, merci beaucoup. Hervé. Oui, je me demandais si on allait parler d'HVE. C'est venu, heureusement. Haute valeur environnementale, en fait, c'est l'agriculture raisonnée avec un autre parfum, quoi. On a connu le thème de l'agriculture raisonnée, on a vu ce que ça a donné. Et là, on nous représente l'HVE et ça amène de la confusion auprès du citoyen, auprès du consommateur qui n'y comprend, entre bio, HVE. Non, c'est très néfaste. Sachant que la région Centre, on est quand même une grande région céréalière qui se vante d'être une grande région céréalière et d'être déficitaire en protéines. Voilà. Donc, d'une certaine manière, et si l'on se projette vers une conversion totale à 100% de l'agriculture en agriculture biologique, il faudra produire des légumineuses qui seront consommées directement par les humains et aux dépens de production de protéines qui vont engraisser des ateliers industriels de poulet, de porc et tout ça. Donc il faudra faire des choix. C'est-à-dire que dans la façon de se nourrir, privilégier l'alimentation directe à base de légumineuses et peut-être réduire notre consommation de viande. Je pense que ça passe aussi par là. Il n'est pas question de condamner l'élevage à l'herbe. Hein. Derrière ça, il n'est pas question de condamner l'élevage à l'herbe, mais plutôt des ateliers concentrationnaires où le bien-être animal n'est pas respecté, où on entasse des cochons et des poulets.
et favoriser bien la consommation directe de légumineuses, de protéines, des pois chiches, enfin voilà. Et je pense que ça, c'est avec la convergence en parallèle vers l'agriculture biologique, je pense que ça va de pair. Hein. On ne pourra pas passer à côté. Voilà. Et puis d'une certaine manière aussi, la polyculture élevage. Je pense que tout le sud de la région centre, eh bien, c'est des zones intermédiaires où autrefois il y avait de la polyculture élevage, où eh bien, malheureusement on a abandonné la polyculture élevage. La PAC a beaucoup favorisé la céréalisation de la région centre, malheureusement, mais je pense qu'il faut revenir à des systèmes polyculture élevage qui permettent eh bien, d'avoir des revenus suffisants, d'avoir des entreprises de transformation, d'avoir des abattoirs, des fromageries, des circuits courts, des circuits longs. Voilà, il y a de la place pour tout le monde.